Bonjour à tous, bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire d'échange, d'analyse autour des sujets de l'actualité. On est donc jeudi, on se retrouve pour évoquer l'un des sujets majeurs dans la presse depuis ces 7 derniers jours. Mon compagnon fidèle sur ce plateau, Anissé Carlos Oké, bonjour. Bonjour Tanguy. On va s'intéresser surtout à cette sortie médiatique de l'ancien président Nicéphore Soglo. C'était sur une radio internationale. Celui qui a dirigé le Bénin entre 1990 et 1996 a opiné, donné son avis au sujet de l'actualité nationale. Il s'est aussi intéressé un peu à quelques sujets ayant traversé l'histoire, notamment liés directement à sa gestion. Mais tout cela a commencé d'abord par la publication de ses mémoires. Ce n'est pas une habitude sous les tropiques, Anissé Carlos Oké, que quelqu'un qui a accédé, je dois dire, à des fonctions aussi suprêmes, aussi élevées, se décide à partager, ma foi, son expérience et ces moments qu'il a vécu au sommet de l'État avec ses compatriotes dans un livre. Il faut fouiller vraiment pour trouver. Il faut vraiment fouiller et je pense qu'il faut véritablement saluer l'acte mémorable que le président Nicéphore Soglo a posé. Parce que aujourd'hui, nous avons tendance à oublier complètement ce qui s'était passé entre 1990 et 2025. De sorte que ceux qui ont pris l'histoire en cours à partir de 2015 ou 2016 ont parfois tendance à penser que l'histoire a commencé à ce moment-là. Et ce qu'on regrette le plus dans notre pays, c'est que justement, il n'y a pas de traces écrites de notre histoire contemporaine. Même quand on prend la période révolutionnaire, que je considère comme une histoire à prendre en compte dans notre vie politique, il n'y a pas d'écrit. Il n'y a pas d'écrit. Et pourtant, c'était de grands intellectuels qui avaient animé cette période de notre histoire. Il y avait de grands idéologues. Qu'est-ce qui peut expliquer justement que des gens se refusent, je ne vais pas dire, ou ne prennent pas la peine justement de confier à des bouts de papier ce qu'ils ont vécu au nom de la République? Peut-être que finalement, ils se disent que le rôle qu'ils ont tenu n'est pas si honorable que ça pour être inscrit dans l'histoire, et pourtant je pense qu'ils ont tort. Quelle que soit la fonction que vous avez pu occuper, quels que soient les déboires que vous avez pu avoir, vous devez laisser trace de votre passage afin que les générations montantes puissent avoir une connaissance assez complète de l'histoire de notre pays. Parce que quand on ne connaît pas l'histoire, on est condamné à la revivre. Et c'est pour ça que l'exercice que Nicéphore Soglo a fait est un exercice extrêmement important, mais encore plus important parce que c'est un ancien président de la République. Et que quand on regarde dans la sous-région, il y a très peu d'anciens présidents de la République, surtout dans l'espace francophone, et que c'est un privilège pour nous d'en avoir, et surtout, c'est un avantage énorme que d'avoir la possibilité de lire les mémoires de cet homme, de cet illustre dirigeant qui a marqué l'histoire par une période extrêmement délicate où aujourd'hui on a de la peine à recoller les morceaux, à se souvenir en entier de ce qui s'est passé. Et ça, moi je vous assure que quand j'ai appris qu'il a écrit un livre, et surtout quand j'ai eu le privilège de le parcourir un peu, je peux vous assurer que vraiment c'est une œuvre mémorable qu'il faut saluer. Oui, mais on peut comprendre peut-être aussi que nous sommes de tradition orale et qu'en principe, le chef, enfin, il n'y a pas d'ancien chef dans nos coutumes, dans nos traditions, et que le chef ne parle pas beaucoup en public et ne dit pas les couloirs, les coulisses, je dois dire, du palais. Donc ça peut se comprendre qu'il y a une rareté, je dois dire, de documents écrits par ces hommes. Oui, mais vous voyez bien que Nicéphore Soglo a écrit avec le recul. Il n'a pas écrit dans le feu de l'action, ni dès le lendemain de son départ. Il a mis beaucoup de temps. Il a exercé le pouvoir en 91 et 96. Et c'est en 2025 seulement qu'il publie. Donc il a pris le temps et le recul nécessaire pour voir les choses de façon moins passionnée et pouvoir faire un récit qui, ma foi, paraît le plus juste possible. Alors quand on met les choses dans cette perspective-là, je pense que tout le monde, avec le recul, peut se retrouver dans un rôle plus ou moins glorieux parce que personne ne vient jouer un rôle essentiel dans l'appareil d'État avec l'intention de mal
de mal faire les choses. Donc on vient toujours dans l'intention de bien faire, même si on a eu des difficultés. Et ça, il faut le raconter aussi. Pourquoi ça n'a pas marché et qu'est-ce que les générations montantes doivent faire et doivent éviter pour que les mêmes problèmes ne se reproduisent, pour que l'histoire ne se reproduise. Et ça nous a beaucoup manqué. C'est vrai que de grands hommes comme Adrien Hongwedi, comme Bruno Amoussou ont déjà fait l'exercice. Mais il y a bien longtemps. Hein? Et il y a bien longtemps, mais à la différence que eux autres n'ont jamais exercé la fonction présidentielle. Oui, mais président de l'Assemblée nationale, c'est pas rien. C'est pas rien, mais ce n'est pas président de la République non plus. Parce qu'à ce niveau-là, croyez-moi, on gère des choses que le commun des mortels ne peut pas imaginer. Alors, on a vu donc Nicéphore Soglo publier ses mémoires. Moi, je n'ai pas encore eu le temps de feuilleter le document, mais quand j'écoute les extraits ça et là, son témoignage des gens qui ont été à la cérémonie de lancement, j'ai comme l'impression qu'on a revenu sur les mêmes problèmes, enfin sur les mêmes sujets qu'on a ressassés. Parce que quand on évoque Nicéphore Soglo et quand on lui donne la parole, c'est toujours la France-Afrique, c'est toujours la France de Mitterrand et des présidents qui ont suivi. C'est aussi la France qui lui a refusé, je dois dire, son coton, qui lui a créé des problèmes. C'est surtout la dévaluation du franc CFA. Sa position justement sur ce dernier sujet, comment vous l'analysez? Mais il a dit ce qu'il croyait, en tout cas, être sa vérité à lui. Parce que les Béninois, à un moment donné, lui ont fait véritablement le procès d'être celui... Je crois que ça lui est resté collé durement à la peau. Et ça lui a valu très probablement son fauteuil. Et je pense que ses opposants de l'époque avaient trouvé la formule pour tourner cette dévaluation à leur avantage, en lui mettant sur le dos tous les problèmes que les Béninois avaient. Et les Béninois, naïvement, avaient pensé, en grande partie, que leur souffrance était due au fait que Nicéphore Soglo n'avait pas de cœur, et n'était qu'un capitaliste, bon bref, ça fait un peu une répétition aujourd'hui. On est déjà passé par ce cas de figure dans tous les régimes d'ailleurs. À chaque fois qu'un régime va partir et qu'on cherche de le faire partir, on invente ce genre d'histoire qu'on colle et on dit bon ben tout ce que vous avez comme souffrance, c'est le président qui en est à l'origine de ces problèmes-là, et si vous ne le faites pas partir, votre souffrance va continuer. Bon, parfois les populations se disent que c'est de la fabulation, mais souvent il n'y a pas assez de discernement. Donc Nicéphore Soglo a payé très cher cette dévaluation du franc CFA, d'autant que lui-même au départ ne s'était pas donné la peine en amont même d'expliquer de quoi il s'agissait, de quoi il retournait exactement. Il a même, au regard de certaines obédiences, pris le risque de défendre cette dévaluation-là en disant que c'était une bonne chose. Et du coup, les Béninois se sont dit, mais si notre souffrance est une bonne chose, mais ce président-là ne méritait pas de continuer de rester au pouvoir. Donc ça fait partie des raisons pour lesquelles il le fait. Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'il en a l'occasion, il essaye toujours d'expliquer que ce n'était pas du tout de son fait et qu'il avait les pieds les mains liés comme les autres chefs d'État africains qui avaient dû subir cette dévaluation. C'est vrai qu'on attend surtout dans ce document des anecdotes, des évocations qui pourraient vraiment nous mettre au cœur, je dois dire, du pouvoir de Soglo et de tout ce qu'il a bien pu subir, notamment avec cette Assemblée nationale, je dois dire, en griffe insupportable, qui lui aura fait manquer beaucoup de sommeil à l'occasion. Mais déjà, en attendant peut-être d'avoir une autre occasion de revenir sur le contenu de l'orage, déjà que l'homme a pu accorder une interview à Radio France Internationale, j'ai bien l'impression, enfin, c'est pas au-delà de Nicéphore Soglo, hein, nos responsables en Afrique, les médias qui les intéressent surtout, c'est les médias étrangers. Est-ce qu'il n'aurait pas mieux fait de s'intéresser un peu à un média local? Je pense qu'il aurait mieux fait, mais je pense que c'est une mentalité collective qui a été forgée de cette façon-là et qui est, on va dire, extravertie. Ce qui est chez nous paraît toujours moins important que ce qui vient d'ailleurs, même quand dans les faits, ce qui vient d'ailleurs n'a même pas la valeur de ce qui vient de chez nous. Bon, donc je pense que c'est un peu cette mentalité-là qui a prévalu, parce que sinon, je pense que les médias béninois, dans leur ensemble, auraient pu faire une belle publicité à Nicéphore Soglo par rapport à son ouvrage, mais vous savez que il y a des médias qui ont une certaine mission transversale au sein de l'Afrique, qui sont écoutés partout et qui portent
un peu plus que les médias locaux, et je pense que c'est cet aspect-là que Nicéphore Soglo voulait exploiter. Et sur cette radio internationale, il a évoqué un peu le contenu de son livre, mais il a aussi apprécié la gouvernance de son lointain successeur Patrice Talon. Est-ce que c'était l'opportunité ou l'occasion vraiment de revenir sur la gestion de Patrice Talon? Je ne sais pas comment ça s'est passé pour que certaines questions qui n'étaient pas forcément liées à l'actualité du livre aient pu être posées. Mais je pense que fondamentalement, on aurait pu faire l'économie d'un certain nombre de sujets, comme par exemple l'appréciation de la gestion de son successeur. Ces choses-là ne se disent pas sur la place publique sans conséquence. Et quelqu'un comme Nicéphore Soglo, qui est un monument aujourd'hui, devrait le savoir. Par conséquent, on peut dire que c'est à dessein. C'est avec la certitude de faire quelque chose qu'il a véritablement eu envie de faire que cette interview a été publiée. Par conséquent, il y a probablement un objectif qui est quelque part caché que nous ne connaissons pas. Bon, c'est ceux qui sont dans les coulisses de l'interview et surtout les protagonistes qui pourraient nous dire s'il y a véritablement quelque chose derrière la tête. Mais quand vous voyez un peu la forme dans laquelle l'interview a été menée, on est dans un contexte démocratique. Un chef d'État, qu'il soit actuel, ancien ou je ne sais, ou futur, il a la liberté totale de se prononcer. Oui. Et c'est d'ailleurs ça la caractéristique d'une bonne démocratie. Donc de ce point de vue-là, du point de vue purement démocratique, Nicéphore Soglo est un citoyen béninois, un citoyen auréolé d'un certain prestige, qui a donc le droit de disposer de toutes ses libertés, liberté d'expression et d'aller s'exprimer où il veut. Et de ce point de vue, il n'y a rien à lui reprocher, d'autant que c'est quelqu'un qui a quelque chose à dire et quelque chose, une connaissance, une expérience à faire valoir. Donc de ce point de vue-là, il n'y a absolument rien à lui reprocher. Mais, si vous voulez, l'avis du citoyen béninois que je suis, il y a eu beaucoup de déception par rapport à cette interview, que de mon point de vue personnel, j'analyse d'une certaine façon, mais que de façon objective aussi, je peux trouver totalement justifié du point de vue démocratique. Mais moi, je considère que nos anciens présidents, et je l'avais dit au cours d'une émission ici, constituent notre patrimoine. Ce sont nos totems. Parce que, comme je le disais tantôt, quand vous regardez dans toute l'Afrique de l'Ouest, les pays francophones qui ont des chefs d'État anciens, qui peuvent encore se permettre de s'exprimer et de peser un peu sur la vie politique, sont très rares, même rarissimes. Et nous avons ce privilège-là. Et d'avoir ce privilège-là devrait nous amener à utiliser cet avantage au bénéfice de toute la nation. Mais lorsque un ancien président s'exprime sur un sujet quelconque, je dis quelconque, même si c'est pour féliciter son successeur, il crée des frustrations. Même si c'est pour féliciter son successeur, il crée des frustrations. Parce que tout le monde n'est pas content. Vous vous rappelez que récemment, il est allé à la GDZ et que, bon, ben, on l'a senti un peu dithyrambique par rapport à ce qu'il est allé voir là-bas. Ah ben, je l'appellerai, je lui dirai que, mais comment il fait de belles choses qu'il nous cache. Bon, il y a beaucoup de Béninois qui ont ressenti de la frustration en se disant, non, mais notre situation personnelle est catastrophique et lui, il se permet de dire que le président fait bien. Vous voyez? Donc, quel que soit, parce que la parole d'un ancien président porte. Parce que la parole d'un ancien président de la République est sacrée. Et parce que cette parole signifie toujours quelque chose, quel que soit ce que l'ancien président peut dire, non seulement il crée une gêne au sein de l'opinion, mais en plus, c'est qu'il crée une gêne au sein de la classe politique et principalement au niveau de son successeur. Ça fait que l'avantage que nous pouvons tirer d'un ancien président, c'est qu'il soit extrêmement silencieux et que toutes les actions qu'il a menées dans le cadre de la
consolidation de la cohésion nationale, de la pacification, d'un climat politique tendu, soit menée véritablement dans l'ombre, sans que l'on sache même ce qui se passe. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand il dit que le président Obasanjo vient le voir régulièrement, je me suis dit, mais si le président Obasanjo vient le voir régulièrement, c'est parce qu'il parle de choses graves et parce que le président Obasanjo est sur des fronts partout, tout le temps, en train d'éteindre des feux, mais à aucun moment on ne l'entend parler. Pourquoi? Parce qu'il sait que lorsqu'on a parlé, on a divisé l'opinion. Quoi qu'on ait pu dire, quand on a parlé, l'opinion est divisée. Et donc, pour maintenir la cohésion, pour maintenir l'unité nationale et peser de tout son poids de personnalité morale exceptionnelle, parce que c'est ce que Nicéphore Soglo est. C'est une personnalité morale d'une dimension exceptionnelle. Un grand homme de culture qui a géré le pays et qui connaît le pays, qui a vécu toute l'expérience du renouveau démocratique depuis 35 ans. C'est un vrai monument. Et à partir du moment où il incarne tout cela, lorsqu'il ouvre la bouche pour dire quoi que ce soit, il divise l'opinion. Donc, le mieux pour nous tous, c'est qu'il se taise et qu'il agisse dans l'ombre avec tout le poids moral que oui, mais on ne va pas imposer un cadre et un comportement, une camisole à nos anciens présidents. Vous l'avez reconnu, ils sont quand même des citoyens et qu'ils aient été présidents ou pas, en principe, ils devraient avoir cette latitude-là, en tout cas de se prononcer quand leur arrive de se prononcer. Est-ce qu'il est bien pour un chef d'État, s'il voit que son successeur fait très bien, de se taire et de ne rien dire, alors que c'est l'exemple qu'il faut suivre et que ça pourrait, sa sortie et son appréciation positive pourrait inspirer aussi d'autres à venir à mieux faire le travail que la République, que la nation leur confie. Au moment où il apprécie et qu'il dit que c'est positif, il y a une partie de l'opinion qui ne sera jamais d'accord. Parce que cette partie-là de l'opinion est dans l'adversité politique, est en train de faire ressortir tous les jours les travers et les insuffisances du président en exercice. Et naturellement, quand le président se prononce, il divise l'opinion, comme je vous l'ai dit. Donc au nom des susceptibilités, il doit pas se prononcer. Ce n'est pas au nom des susceptibilités, c'est au nom de l'intérêt supérieur de la nation. Et je vais vous dire, du point de vue démocratique, tout à l'heure, je vous le disais, il avait le droit de se prononcer. Mais du point de vue républicain, purement républicain, il n'avait pas à se prononcer. Pourquoi ? Parce que quand vous prenez l'exemple d'un pays comme les États-Unis, j'aime bien prendre cet exemple-là parce que c'est une démocratie multiséculaire de laquelle nous apprenons tout. Vous voyez que depuis l'avènement de Donald Trump, il fait les choses de façon à décevoir tous ses prédécesseurs. Parce qu'il est en train de déconstruire tout ce qu'ils ont construit. Il est en train d'adopter des positions qui sont totalement antinomiques de toutes les valeurs que les prédécesseurs avaient défendues. Donald Trump s'est même permis, devant toutes les caméras du monde, de traiter son successeur immédiat, enfin son prédécesseur immédiat du moins, Joe Biden, de personnes peu intelligentes. Mais dans nos contrées, sous nos cieux, sous nos latitudes, ça aurait donné lieu à même peut-être une conférence de presse pour expliquer qu'on n'est pas moins intelligent, que voilà comment il fait les choses, il fait mal les choses, et on démontre par A plus B qu'il est dans l'erreur, qu'il est en train de se fourvoyer, qu'il conduit le pays à sa perte. Est-ce que vous avez entendu Joe Biden broncher? Non. Est-ce que vous avez entendu celui qui était venu avant lui, Barack Obama, broncher? Non. Mais ils sont tous d'accord. Ils ont des soutiens, ils ont des défenseurs qui sont dans les médias et qui prennent le contre-pied parfait. Tout ce que Trump est en train de faire. C'est exactement ce que je vous dis. Il y a des personnes dans la République dont c'est le boulot, mais pas le boulot de l'ancien président de la République. Parce que lui, il pèse trop lourd. Et quand il parle, il crée des problèmes dans l'opinion. Aujourd'hui, les gens se taisent parce que Joe Biden n'a pas parlé. Si Joe Biden sort demain et se met carrément, frontalement contre Donald Trump, mais la présidence de Donald Trump est compromise d'avance. Mais pour préserver les intérêts de la République, les intérêts de la fédération, les anciens présidents, même s'ils sont choqués, ils se taisent pour ne pas gêner la gouvernance de leurs successeurs et pour ne pas diminuer le prestige de leur pays. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que lorsque un ancien président sort et dit « mon prédécesseur fait mal les choses, il a détruit les choses et il faut l'aider à reconstruire les choses », c'est que le pays est détruit et qu'il faut le reconstruire. Vous rabaissez à votre corps défendant votre propre pays.
voyez, ce n'est pas le rôle de il faut se taire même quand il fait mal. Même quand il fait mal, il faut se taire parce que les voies par lesquelles on peut l'amener à faire bien, ce n'est pas sur la place publique. Et ce n'est pas sur les médias internationaux. C'est de ça qu'il s'agit. Vous prenez des exemples anglo-saxons, Olusegun Obasanjo, vous prenez l'exemple de l'ancien, enfin, de l'actuel président Donald Trump, c'est les traditions, mettons, anglophones, anglo-saxonnes. Dans le milieu francophone, on bavade, on parle beaucoup. Et on a vu d'anciens présidents français parler. Et apprécier la gouvernance de leurs successeurs. C'est assez rare, et je vous le dis, c'est assez rare, et même quand ça arrive, c'est contrôlé. Il y a aujourd'hui un président français qui a le bracelet au pied, qui est consigné chez lui, c'est un prisonnier en fait. Mais il a toujours sa liberté d'expression. Est-ce que vous l'entendez parler ? On ne peut pas avoir un bracelet au pied et avoir été condamné par la justice de son pays et avoir encore autorité pour discuter ou parler ou apprécier encore ce qui se fait sur la place publique. D'autant qu'à la place de celui que vous pensez critiquer, vous avez fait mal et votre justice vous a montré par A plus B que vous aviez fait mal et vous aviez un bracelet au pied. Vous ne pouvez pas parler. Mais ce dont il s'agit ici, c'est de la liberté d'expression. Et même si Sarkozy a un bracelet au pied, il peut toujours continuer de vitrioler son successeur et de montrer que la justice est instrumentalisée. Parce que c'est ce qui s'est passé. Si le camp politique de Nicolas Sarkozy était au pouvoir, vous croyez qu'il aurait un bracelet au pied? Ah mais moi je ne sais pas, il paraît que la justice française elle est autonome. Il n'y a nulle part au monde une justice autonome, complètement indépendante. Ça n'existe pas sur Terre. Ah oui? Non. Vous voyez bien que Donald Trump a failli aller en prison avant de se retrouver président de la République. Et que tous ceux qui... Au nom de cette indépendance de la justice. Tous ceux qui, au nom des choses pour lesquelles on le condamnait, tous ceux qui étaient en prison pour ça sont ressortis. C'est une justice à plusieurs vitesses. Ce n'est pas de la justice, c'est la justice des vainqueurs. Donc, partout au monde, ça existe. Il n'y a pas de perfection dans la justice, où que ce soit. Donc, Nicolas Sarkozy était libre. Il est d'ailleurs toujours libre de dire ce qu'il veut, de critiquer autant qu'il veut. Parce qu'il a des positions sur la guerre ukrainienne, par exemple. Il a fait savoir tout le temps. Il a des positions. Et aujourd'hui, que ça s'envenime, que ça prend des tournures, il aurait pu récupérer ça politiquement. Mais il ne le fait pas. Pourquoi? Parce que l'intérêt de la nation commande parfois que même quand on a des choses à dire, qu'on se taise. Quand il avait encore ses chances d'être candidat et de décrocher encore un mandat auprès des Français, on l'a vu opiner sur un certain nombre de sujets, notamment concernant justement la vie de leur continent, l'Europe. Je me souviens de ces mots assez durs concernant l'histoire de ce continent, où il démontrait pas plus ou moins que c'était le continent le plus brutal sur la planète qui existe dans l'histoire de l'humanité. Au regard, je dois dire, mettons, difficultés que ce continent a créées à l'humanité, les deux grandes guerres et toutes les violences qui ont suivi après, alors même que d'autres continents ont été embarqués, on l'a suivi, mettons, quand il préparait justement son retour sur la scène politique après avoir perdu 5 ans préalablement le pouvoir, il s'est prononcé. Si c'était peut-être maintenant, c'est peut-être parce qu'il n'a plus d'enjeu politique à venir pour lui. Non, ce qu'il faut distinguer, c'est la période de la préparation des élections, de la période où on a fini les élections. Dans les grandes démocraties, on fait bien la distinction entre les périodes où on prépare une élection comme et quand on a fini les élections. Comme 2025. Comme 2025. Où on prépare 2026. Et vous venez de dire que Nicolas Sarkozy a parlé du continent. Oui, du rôle que la France joue sur le continent. C'est quelqu'un qui a une grande culture. Et moi, je verrais bien les efforts Soglo en train de nous enseigner ce qui a rapport à notre civilisation par rapport à la civilisation occidentale. Je le verrais bien en train de parler dans de grandes conférences pour nous dire ce que nous devons faire. Je le verrais bien en train de prendre la parole sur des chaires internationales pour montrer toute la dimension de son savoir intellectuel. Mais critiquer son successeur sur la place publique, c'est tout autre chose. Et c'est de ça que nous parlons. Et je dis, moi, ce qu'il a dit est pertinent pour lui.
Et pour beaucoup de gens, parce que Nicéphore Soglo, il a quand même toute sa tête. Donc il ne dit pas des bêtises. Il sait ce qu'il dit, il sait pourquoi il le dit. Donc beaucoup de gens se retrouvent dans ce qu'il dit. Mais il y a beaucoup de gens aussi qui se disent, mais en disant tout ce qu'il a dit là, il a rabaissé un peu notre pays. Parce que quand même, c'est le seul que nous ayons. Et si nous ne prenons pas conscience de ce qu'un ancien président de la République est une cause d'unité nationale, là il y a un problème. Si le président de la République est une cause de division, plutôt que d'être une cause d'unité nationale, il y a un problème. Et moi, je plaide que nos anciens présidents soient dans le rôle de ciment de l'unité nationale. Et c'est pour ça que je parlais tantôt de dimension. Hein? Là, si vous prenez les choses du point de vue de nos valeurs culturelles et ancestrales, on ne voit pas un roi faire un certain nombre de critiques sur la place publique. Et pourtant, il connaît de tous les problèmes, il règle tous les problèmes, il est au courant de tout, il ne dit rien. Vous voyez? Parce que c'est la sagesse incarnée. Parce que c'est... comment dire, quelqu'un qui sait que la parole de quelqu'un, la parole d'un souverain, la parole d'un patrimoine, la parole d'un grand homme aura toujours moins de valeur que son silence. Donc, si la parole d'un ancien président de la République est d'or, son silence est de diamant. Puisque vous aviez évoqué les Américains, Obama a dû aussi s'obliger à descendre dans l'arène à un moment donné pour faire face, sinon front, c'est le mot bien choisi, front à Donald Trump qui s'était attaqué justement à l'une de ses initiatives, en tout cas les mieux réussies, Obamacare. On l'a vu, je ne veux pas dire virulent parce que ce ne serait pas suffisamment expressif de ce qu'on a pu entendre comme mot utilisé. Il a été violent par rapport justement à la gestion de Trump il y a 8 ans. Cela n'a pas fait tomber l'Amérique non plus. Hein. Non, mais c'était la période de campagne. Non, c'était un peu avant la campagne quand même, hein, parce que Obamacare, c'était bien avant les élections. Mais Donald Trump ne s'était pas exprimé de manière claire avant que nous ayons atteint le stade de la préparation des élections. Donc, dans ce cadre-là, il a toute l'attitude. Et je dis encore, que je dis que les Américains ont atteint un certain niveau, une certaine culture de la démocratie pour faire qu'on va dire, le discernement. Et ne pas se laisser entraîner tout de suite parce qu'un président de la République, un ancien président de la République... Chez nous, les populations ne sont pas suffisamment mieux pour la démocratie. Peut-être que vous voulez me l'entendre dire, mais je pense que notre culture démocratique n'est pas suffisamment consolidée pour que nous considérions que ce qui se passe ailleurs peut également se passer ici sans aucune différence de conséquences. Donc, moi, je pense que si ailleurs les gens savent cibler les moments où ils parlent, et savent vraiment prendre la mesure de ce qu'ils disent, ici, nous devons faire en sorte que nos valeurs prennent le dessus et nos valeurs disent que la parole d'un chef, quel qu'il soit, est peut-être d'or, mais son silence est de diamant. On va parler du fond de l'interview et des sujets évoqués. C'est vrai qu'on avait déjà survolé un tout premier sujet lié notamment à la dévaluation. On va y revenir certainement pour voir un peu quelles ont été les implications, je dois dire, de cette dévaluation sur la gestion économique et politique de Nicéphore Soglo à l'époque. Mais l'un des sujets majeurs évoqués lors de l'interview, en tout cas qui aurait intéressé les Béninois aujourd'hui, c'est la question de liberté, les exilés politiques qui doivent rentrer, dont son fils bien évidemment, et il l'a dit publiquement, je crois qu'il l'assume bien, et les prisonniers politiques qui sont, ma foi, derrière les barreaux. Ils pensent qu'un certain Réki Amadougou, un certain Joël Aïvoa et autres compagnies ne peuvent pas être là où ils sont actuellement, alors que le pays s'achemine vers un tournant qui est aussi délicat que les élections générales de 2026. C'est une évidence et ça fait des années que cette réclamation revient. Ça peut être la voie. Ça fait des années que cette réclamation, un peu comme prêcher dans le désert. Et donc, il s'ensuit très clairement que la méthode qui consiste à venir sur la place publique pour faire cette réclamation est inopérante. Et que, par conséquent, de mon point de vue,
on devrait utiliser d'autres méthodes. Puisque si cette méthode-là pouvait prospérer, vous vous rappelez bien, il y a une certaine conférence de presse que Nicéphore Soglo avait donnée il y a quelques années, au cours de laquelle on a entendu des choses qu'on n'aurait jamais cru pouvoir entendre de la bouche d'un ancien président de la République, qui a traité son successeur de tous les noms d'oiseaux, qui l'a traîné véritablement dans le déshonneur. Mais ça n'a pas produit de résultats. Et aujourd'hui, ce n'est pas parce que ça se dit sur une radio internationale qu'on peut espérer, même si, en écoutant Nicéphore Soglo, j'ai eu l'impression qu'il comptait sur quelque chose. Parce qu'il a même dit aux journalistes qu'il pouvait lui faire confiance qu'on va libérer les gens. Bon, peut-être qu'il fait des négociations en coulisses et que c'est suffisamment avancé pour qu'il prenne le risque. Peut-être que c'est ces assurances que vous devriez avoir. Peut-être que, comme vous dites, on vient sur la place publique, on dénonce, ça ne change pas, c'est la méthode qui ne marche pas. Peut-être qu'il faut changer de méthode. Peut-être qu'ils ont utilisé d'autres méthodes qui n'ont pas prospéré. Mais s'ils ont utilisé d'autres méthodes qui n'ont pas prospéré, moi je pars du principe que nous sommes tous des humains. Et que moi, quand je suis en négociation avec vous, et que vous venez sur la place publique, quel que soit le niveau de nos négociations, que vous venez sur la place publique dire de moi que je ne suis pas aussi honorable et aussi dévoué à la République que je donne l'impression de l'être, quelque part, je pense que ça va plomber les négociations. Parce que nous sommes humains. Nous sommes humains. Et donc, moi, quand j'entends Nicéphore Soglo dire qu'il faut absolument libérer telle personne, il cite l'exemple de son fils, comme vous dites, il assume, et qu'il donne un peu comme un ultimatum en disant que les élections ne peuvent pas ne pas être inclusives et que les gens seront, les prisonniers seront libérés, les exilés vont rentrer. Bon, moi, quand j'entends ça, je me dis que peut-être il est en négociation et qu'il compte vraiment sur lui-même. Peut-être même qu'ils sont déjà à terme et que, bon, d'ici quelques jours, nous apprendrons que tout cela va se concrétiser. Mais si ce n'est pas le cas, je pense que la méthode est à revoir parce que quand on veut obtenir quelque chose de quelqu'un, c'est pas en disant de lui sur la place publique. C'est pas en disant de lui sur la place publique qu'il n'a pas d'honneur. En négociation et en politique, les adversaires ont des moyens d'obtenir de leur vis-à-vis ce qu'ils désirent. Je me dis peut-être que venir sur la place publique est un moyen de pression aussi, qui sert. C'est forcément un moyen de pression. Mais au-delà du moyen de pression que cela peut être, est-ce que revenir de façon insistante sur la place publique ne présente pas Patrice Talon comme un homme entêté qui ne veut rien entendre, même de la part de ses aînés qui peuvent lui parler? Que ce soit la forme ou le moment ou tout ce que vous voulez, quand un aîné vous a parlé, vous ne lui reprochez pas le moment et la façon dont il vous a parlé. C'est un aîné et il vous a parlé. Et quand c'est un aîné, Nicéphore Soglo, quand c'est deux aînés, Boni Yahi, quand c'est l'église catholique, quand c'est les politiques, quand c'est, et que vous faites la sourde oreille, il y a que quelque part, cette façon d'insister sur la place publique peut faire passer Patrice Talon pour ce qu'il n'est pas. Et ça peut jouer contre lui. Bon, enfin, l'histoire nous dira si ça jouera contre lui. Moi, j'analyse tout simplement que, quel que soit ce qu'on a à négocier, tant qu'on peut éviter que ça vienne sur la place publique, ça a des chances, plus de chances de prospérer. Et qu'on n'a jamais vu une négociation aboutir sur la place publique sous la menace. Parce que lorsque vous menacez un chef, c'est que, comme on dit chez nous, vous avez déjà le pied sur une pierre et que vous savez exactement ce que vous voulez faire. Bon, donc moi, je considère que les personnes dont parle Nicéphore Soglo, qui n'ont pas été condamnées par le président de la République, mais par la justice béninoise. C'est le chef suprême, enfin, c'est le magistrat. Et je considère aussi que la justice ne peut pas être bonne seulement lorsqu'elle prend des décisions qui nous avantagent. C'est la même justice que nous avons eue depuis 1990. Ce sont les mêmes hommes, c'est le même système. Et donc, si ça nous a peu ou prou dépanné jusqu'à 2025, ce n'est pas forcément qu'elle est devenue mauvaise du jour au lendemain parce qu'on a un président de la République qui a une certaine politique. Donc, moi, quel que soit ce qu'on a à reprocher aux personnes qui sont en prison,
je pense que c'est la justice qui les a condamnés et pas le président de la République. Et c'est pour ça que lorsqu'on agresse publiquement le président de la République en disant c'est lui qui met des personnes en prison pour leur opinion, c'est que déjà on balaie la justice complètement et qu'en faisant ça, on n'est pas dans une démarche constructive parce que je ne sais pas qu'est-ce que le président pourrait faire. Prendre une loi d'amnistie tout seul ou bien décider de gracier et tout seul. Ça, ce sont des mesures qui sont à sa discrétion. Et quand des mesures sont à la discrétion d'un responsable, vous ne les obtenez pas en lui tordant les bras derrière le dos. C'est en le mettant dans des conditions où il puisse comprendre et accepter votre point de vue. Il n'y a pas de petit chef. Ce n'est pas parce qu'on a été ancien qu'on est plus puissant que celui qui est là aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'on a 94 ans comme Nicéphore Soglo qu'on mérite plus de respect que le chef qui est assis sur le fauteuil aujourd'hui. Ce sont des nuances qu'il faut savoir mettre à leur place. Ce sont des notions qu'il faut savoir maîtriser pour se rendre à l'évidence que le moyen le plus rassurant pour tous de faire baisser le climat politique si jamais il était tendu. Et je le dis parce que, de mon point de vue personnel, le climat n'est tendu qu'entre les hommes politiques. Je ne vois aucun citoyen brinois s'organiser pour faire de la fronde. Je ne vois aucun... Pourtant, ce ne sont pas les acteurs politiques seulement qui se sont affrontés en 2009. Ce sont les acteurs politiques toujours qui organisent... Et en 2021, il y a ce sont les acteurs politiques toujours qui organisent un affrontement quand il y en a un. Vous ne verrez jamais les citoyens se lever spontanément pour aller faire... Mais le ruissellement que ça peut avoir sur le tissu social, c'est suffisamment dangereux. On ne peut pas dire qu'il y a une stratification entre les acteurs politiques et tout ce qu'ils peuvent créer comme désordre, désolé de choisir ce mot, et puis le reste du tissu social. Je suis d'accord avec vous. Et c'est pourquoi je vous dis que ce sont les hommes politiques qui sont à l'origine de tous les problèmes qui se posent au sein de la société. Si vous les entendez dire ça ne va pas, c'est eux qui le disent. Ce n'est pas parce que ça ne va pas. Ils sont aussi parce que, au sein de la population, ils sentent un peu ce qui se passe. Inversez les rôles et vous verrez qu'il n'y aura aucun changement. Inversez les rôles, mettez ceux qui sont dans l'opposition dans la mouvance présidentielle aujourd'hui et sortez les autres, mettez-les dans l'opposition et vous ne verrez pas les populations béninoises changer de train de vie, changer de manière. La population sous Yaïbouni et la population sous Talon, les conditions n'ont pas changé vraiment. Est-ce que c'est la même chose? Parce que hier, ceux qui étaient opposants à Boni Yaï, c'est eux qui gèrent aujourd'hui le pays. Justement, c'est ça. Si c'était d'autres personnes, je vous comprendrais. Et je dirais, bon, on est allé chercher des Chinois et des Japonais qui ont amené des méthodes particulières pour diriger notre pays. Ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes hier, ce sont les mêmes aujourd'hui. C'est pourquoi je vous dis, c'est une catégorie de personnes qui font un jeu de chaises musicales. Donc, ce n'est pas parce que ceux qui sont dans l'opposition aujourd'hui crient que vous allez penser que quand ils seront au pouvoir demain, ils feront mieux quoi que ce soit. Ce sont les mêmes. Ils feront pas mieux. Ils disent que ça ne va pas actuellement. C'est normal qu'ils le disent. On peut s'entendre au moins. Et même si Dieu le Père Tout-Puissant venait diriger le Bénin aujourd'hui, il y aura toujours des choses à dire. C'est en termes de proportion. Hein. Quelle proportion? Vous pensez qu'il va amener de la nourriture, il va multiplier le pain Il a créé le paradis, je suis convaincu qu'il peut faire beaucoup de choses pour nous, en tout cas sur Terre. Et il y aura toujours des gens pour dire que le paradis n'est pas suffisant. Parce que l'homme est un éternel insatisfait. Donc, lorsque le rôle de certains est de dire que ça ne va pas, quoi que vous fassiez, on dira que ça ne va pas. Lorsque le rôle de certains est de dire qu'ils sont intouchables parce qu'ils appartiennent à la classe politique et quoi qu'ils fassent, on ne peut pas les toucher, vous aurez toujours des gens pour le dire. Moi, je considère que si nous avons la chance d'avoir des anciens présidents, non pas un, mais deux, nous devrions espérer avoir moins de tensions politiques que tous les autres pays qui n'ont pas d'anciens présidents de la République. Mais si ce sont les anciens présidents de la République qui sont eux-mêmes un peu à l'origine des petites tensions, pas des déclarations qu'ils font, pas des prises de position, je pense que ça pose un problème de base que nous devons régler entre nous. Parce que comme je vous l'ai dit, dans certains pays, il y a une certaine maturité et les citoyens peuvent faire de la part des choses par un grand discernement. Ici, chez nous, on ne suit pas un programme politique, on ne suit pas une idéologie, on suit des hommes. Vous voyez ce que je veux dire? On suit des hommes. Et quand ces hommes se lèvent pour me dire suivez-moi du moins, parce que je constate que vous allez mal et que je peux vous aider, les gens ne réfléchissent pas.
Ils suivent tout simplement. Donc voilà comment ça fonctionne chez nous. Et c'est pour ça que ceux qui représentent un poids important, comme les présidents de la République, ceux qui constituent un patrimoine, doivent rester dans un jeu de neutralité absolue pour que, le cas échéant, ils puissent peser de tout leur poids pour calmer le jeu politique et détendre le climat politique lorsque ça ne va pas. On a ce que vous appelez des menaces au sujet des élections de 2026, sinon des préalables justement à la question de retour des exilés, à la libération des prisonniers politiques. Est-ce que accéder à cette demande qui revient de façon insistante et pas de la part des mêmes personnes ne peut pas aider justement notre pays à mieux négocier 2026? C'est absolument vrai, puisque c'est ensemble qu'on est fort. Mais je vous ai fait la démonstration sur ce plateau il y a quelque temps que c'est le système politique que nous avons choisi qui oblige les uns à s'opposer aux autres. Donc, si Nicéphore Soglo revenait diriger le Bénin aujourd'hui, il y aurait des prisonniers, il y aurait des exilés. Croyez-moi. Ah oui, il a dirigé dans un contexte où on venait de rentrer dans un air de liberté et que bon, ben... C'est d'ailleurs justement ce contexte qui lui aurait permis fondamentalement de foutre bien quelques-uns en prison. Non, je ne crois ou de pas. Les faire sortir de je ne crois pas qu'on est passé du contrôle strict de la liberté à cette liberté totale et intégrale, de sorte à ce que même les lois étaient... On a dit des choses du président de la République à l'Assemblée nationale, sur la place publique. Les gens n'ont pas été inquiétés entre 90 et 96. Nous venions d'entrer dans l'ère du renouveau démocratique et personne n'avait envie de montrer qu'il n'était pas démocrate et qu'il n'était pas suffisamment mûr, qu'il n'était pas suffisamment outillé pour diriger un pays démocratique. Donc il y a eu beaucoup de laisser-aller, c'est vrai. Et je me plais à le dire ici, il y a même eu du libertinage. Donc, mais sous Nicéphore Soglo, il y a quand même eu des gens qui se sont exilés. On a tiré une roquette sur le centre international de conférence et ceux qui ont été soupçonnés d'avoir fait ça ne sont pas restés dans le pays. Oui, ils ont détalé, les pays, ils sont là. Donc, il ne peut pas dire qu'ils ont des exilés politiques. Ils n'étaient pas dans le pays. Quand on a pris une roquette contre son pays et qu'on va ailleurs, on est exilé politique. Il y a une raison pour laquelle ils ont pris la fuite, c'est qu'ils ont tiré une roquette. C'est bien ce que vous dites. Donc, même quand on est en démocratie, il y a des choses, quand vous les faites, vous êtes obligé de fuir. Vous êtes obligé de partir. Moi, je me souviens du confrère de notre aîné, François Comlan, qui avait le journal L'Observateur à l'époque et qui a fait la prison sous Nicéphore Soglo. Donc, ce n'était pas parfait non plus. Et je vous dis, après 35 ans, si Nicéphore Soglo revenait diriger le Bénin, à l'heure où je vous parle, il y aurait des exilés, il y aurait des prisonniers. C'est comme ça, parce que la situation a évolué. Tellement que dans les pays qui nous entourent, les gens ont déjà mis la démocratie en parenthèse. Parce qu'ils se sont rendus compte que ça ne permettait pas d'avancer. Parce qu'ils se sont rendus compte que ça ne permettait pas de défendre tous les intérêts du pays. Et vous voyez bien que les espaces de liberté s'amenuisent davantage chaque jour. Il n'y a qu'au Bénin que nous faisons l'effort de préserver ce qui doit être préservé et c'est à notre avantage et tout à notre honneur. C'est pour ça que ceux qui ont l'expérience, comme Nicéphore Soglo, et qui ont un certain nombre de connaissances des choses, doivent rester des arbitres du jeu politique, c'est-à-dire des personnes absolument neutres qui, lorsqu'elles appellent les protagonistes et leur parlent, obtiennent des résultats tout de suite. Si Nicéphore Soglo était dans cette posture-là, je suis sûr qu'il n'aurait pas besoin de venir ou d'aller du moins sur une radio internationale pour aller dire des choses qui se passent dans ce pays et qu'il voudrait bien régler. C'est parce qu'il est dans l'incapacité de régler ces choses-là du fait de ses prises de position, du fait de ses déclarations, qu'il est obligé de s'exercer à faire ce qu'il a fait là. Bah, on lui a demandé une interview, il n'a pas demandé. Et si on me demande une interview, que c'est disponible, je peux dire ce que je prends de mon pays, sans forcément montrer que j'ai des limites de régler le problème. Et vous pensez que depuis un certain nombre d'années, c'est maintenant seulement qu'on demande une interview à Nicéphore Soglo? On lui a toujours demandé des interviews. C'est un homme qui a des choses à dire. Je crois qu'il a un bon prétexte, la sortie de son livre. Il n'a pas sorti son livre, enfin un livre chaque année. Et on pourrait se demander pourquoi il sort le livre maintenant. Oui, il est libre, non? De choisir. C'est ça que je vous dis. Donc, oui. Le timing, chacun le choisit. Il parle aujourd'hui parce qu'il a envie de parler.
Il aurait pu parler il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans sur RFI et dire un certain nombre de choses. Vous voyez? Donc, chacun choisit son timing. Et je considère que nous sommes dans une période de turbulence politique naissante et que c'est normal que chacun affûte ses armes, que chacun montre ses muscles, que chacun utilise les cartes à sa disposition. Le pouvoir en fait autant, l'opposition aussi en fait autant. Et s'il y avait des arbitres véritablement au centre, nous serions tranquilles parce que nous saurions que quoi qu'il arrive, il y a des limites que personne ne franchira. Il a évoqué dans son livre, en tout cas quand on écoute un peu l'interview, mettons réalisée avec notre confrère de Radio France Internationale, il a évoqué la question des performances économiques. Quand je fouille dans ma tête, Nicéphore Soglo disait qu'il a récupéré le pays avec un niveau de croissance économique à -3 et qu'il a porté à +6. C'était donc vraiment une vitesse de croisière. C'était le locomotive qui a démarré. Et j'ai l'impression que depuis lors, on n'a pas atteint ce record. Il n'est pas possible d'atteindre ce record sur plusieurs générations, enfin sur plusieurs mandats, parce que nous venions d'aborder l'ère du renouveau démocratique et que le monde entier avait envie de nous aider. Et que nous avions même à l'international ce qu'on avait appelé la prime à la démocratie, une certaine somme d'argent qu'on avait mis à la disposition de la République du Bénin pour donner l'exemple aux autres que c'est la meilleure façon de grandir rapidement. Donc il y avait ça, il y avait que Nicéphore Soglo était lui-même un Manitou des milieux financiers, connaissait parfaitement les circuits de financement, mais il n'y avait pas que lui, il y avait aussi dans ce gouvernement de transition certaines personnalités qui avaient aussi quand même contribué, même si on ne le dit pas souvent. Le ministre des Finances de l'époque, c'était un certain Ildefonse Lemonde qui était un baobab aussi dans le milieu financier. Le ministre du Plan, c'était un certain Paul Dossou. Le ministre des Affaires étrangères, c'était Théophile Nata. Alors, ces personnes-là avaient aussi suffisamment de compétences pour investir la scène internationale et faire bénéficier au Bénin d'un certain nombre d'avantages. Donc, la démocratie naissante a donné lieu à véritablement un accompagnement. Et c'est cet accompagnement qui a facilité la mobilisation de tous les moyens qu'il y a eu à l'époque et qui ont été gérés convenablement pour pousser le pays de -3 à +6. Ça fait 9 points quand même de croissance. Et donc, cet exemple doit rester unique parce que le contexte depuis a changé et que les bailleurs de fonds ne font plus de cadeaux comme ils avaient fait entre 91 et 96. Qu'est-ce qui a changé fondamentalement en termes de contexte quand on sait que la démocratie, on a continué à la maintenir avec une régularité des consultations électorales, avec un respect plus ou moins, je dois dire des mandats électifs, qu'on n'a pas connu de grandes crises politiques en tant que telles, en dehors des petites griffes de 2019 et 2021. Cette prime de la démocratie devrait en principe continuer à nous aider à ouvrir certaines portes. D'ailleurs, on en dit qu'aujourd'hui, le Bénin il est mieux coté sur le plan international. En tout cas, je me fie à la parole de ceux qui gèrent le pays actuellement, au plan diplomatique et au plan économique. D'ailleurs, pour l'illustrer, ils évoquent la facilité que le Bénin a à aller sur le marché financier faire ses prêts et de façon répétée. Quand on met ces éléments ensemble, on peut se dire qu'eux aussi, ils ont la même facilité, ma foi, de mobiliser l'attention et l'énergie financière à l'échelle internationale. Et donc, ils peuvent faire des performances à la hauteur de ce que Nicéphore Soglo a fait entre 91 et 96. Ce n'était absolument pas la même chose. Ah oui? Non. Parce que le Bénin recevait plus d'argent qu'il n'en demandait. Parce que, comme je vous ai dit, il y a des institutions qui se réunissaient et qui décidaient d'accompagner le Bénin. Décidaient par eux-mêmes d'apporter un accompagnement au Bénin. D'accord? Pour montrer justement aux pays qui n'avaient pas fait comme nous que quand on est dans un processus de démocratie, c'est plus facile d'avoir un accompagnement. Donc il y a ça. Mais il y a aussi le fait qu'en 1996, il y a eu un coup d'arrêt brutal à l'élan économique que le pays avait pris. Donc, les partenaires au développement se disaient, mais bon, maintenant qu'ils ont arrêté ça, comment on fait?
continuent de mettre l'argent dans un environnement où ceux qu'on a chassés hier sont revenus au pouvoir. On est dans un attentisme à tout le moins pour voir comment ça va fonctionner. Et c'est un peu ce qui est arrivé. Si Nicéphore Soglo avait fait un second mandat, je suis convaincu que le point de croissance aurait été encore plus élevé. Donc, il y a eu un coup d'arrêt net. Et ceux qui étaient dans la négociation avec les partenaires de développement sont partis. Ceux qui sont arrivés n'avaient pas la confiance des bailleurs de fonds, même si parmi eux, on a essayé d'en trouver quelques-uns qui pouvaient prendre la relève. Donc, quand ce n'est pas vous qui avez commencé la négociation et que vous venez quelque part au milieu et dire, bon, je viens prendre la suite, si on n'a pas l'assurance que vous avez pris la suite, si on n'a pas l'assurance que la ligne qui a été tracée dès le départ est suivie, quand il y a un coup d'arrêt brutal de cette nature-là, les partenaires au développement sont dans l'attentisme. Et c'est ce qui s'est passé lorsque Mathieu Kérékou est revenu au pouvoir, parce qu'on a considéré que le problème qu'il avait fait partie n'était pas un problème véritablement politique, c'était un problème économique. Donc un problème de mauvaise gestion de fonds. Et ça n'a pas raté, même si Mathieu Kérékou nous a offert toutes les libertés du point de vue de la gestion économique, ça n'a pas été une foudre de guerre. On a bien vu que après Nicéphore Soglo, ça n'a plus été le même élan économique. Et ça a été rompu. Bon, Boni Yaya a essayé de faire de son mieux pour rétablir quelque chose qui était rompu depuis longtemps. Et naturellement, Patrice Talon, avec son ministre des Finances, essaye également de faire la même chose et d'obtenir ce qu'ils peuvent obtenir, mais pas du tout dans les mêmes conditions. Ce sont des négociations bien plus drastiques, avec des exigences bien plus importantes, parce que au départ, il n'y avait plus grand-chose à proposer comme garantie. Donc, il faut partir de rien du tout pour obtenir ce que nous avons obtenu aujourd'hui. Donc, moi je dis, il faut que nous ayons de la suite dans les idées. Il faut que nous sachions pourquoi nous élisons quelqu'un qui est au pouvoir. Il faut que nous sachions accompagner cette personne parce que le succès de ce président est le succès de nous tous. Il faut que nous sachions que les coups d'arrêt et les remises en cause après chaque succession constituent un problème pour l'économie et par conséquent pour le panier de la ménagère et pour notre qualité de vie. Donc, chaque fois qu'un président vient, il y a une remise en cause de ce qui était en cours, on reprend tout comme s'il n'y avait rien du tout. Et ce qu'il y avait, parce qu'on n'avait pas ses intérêts dedans, parce qu'on n'avait pas négocié son pourcentage dedans, on dit ce n'est pas bon, on laisse et on négocie autre chose. C'est ce qui s'est passé depuis 1990 jusqu'à ce jour. Et chaque équipe qui arrive essaye de se créer son petit bonheur financier. Et puis quand ils partent, d'autres arrivent, remettent tout en cause et recommencent tout. C'est ça que nous devons essayer d'éviter pour qu'il y ait de l'harmonie dans notre progression économique et que surtout nous soyons tous sensibilisés sur le fait que quand quelqu'un est au pouvoir, il est au pouvoir pour tout le monde. La question de la dévaluation, c'était inévitable pour Soglo, hein, même si à l'époque, il a joué le rôle en griffe de défenseur de la cause, enfin, qu'il a montré qu'il comprenait quand même la pertinence de la chose. Aujourd'hui, j'ai l'impression que dans son livre, c'est toute une autre posture qu'il a adoptée. Non, enfin, c'est pas toute une autre posture, c'est qu'auparavant, c'était mal expliqué. Aujourd'hui, avec le recul, Nicéphore Soglo explique et sans passion, on peut le comprendre. Parce qu'avant, les nerfs étaient à vif et même quand il expliquait, personne ne voulait l'écouter. Aujourd'hui, avec le recul, il explique et on peut comprendre pourquoi. Parce qu'il n'est plus aux affaires. On peut comprendre parce qu'il ne cherche plus à revenir aux affaires. Parce que s'il cherchait à revenir, ces explications ne passeraient pas. Donc aujourd'hui, avec le recul, on se dit, bon, c'est notre patriarche et il nous raconte ce qu'il avait vécu à l'époque et ça ne peut pas être faux parce que si c'était faux, il ne viendrait plus, après toutes ces années, nous expliquer comment ça s'était passé. Et d'ailleurs, on comprend parfaitement quand il explique aujourd'hui. On comprend, mais il est normal qu'à l'époque, il soit totalement incompris parce que la conséquence de la dévaluation, c'était on va dire, un impact brutal et négatif sur le pouvoir d'achat des citoyens. Et à ce moment-là, on n'allait pas dire à quelqu'un qui a faim de vous écouter et de comprendre ce que vous venez lui expliquer.
C'est ce qui s'est passé en tout cas. Est-ce que ça aura défini, je dois dire, ses performances électorales par la suite, à votre avis? Oui, ça a défini ses performances électorales, parce que s'il n'y avait pas eu cette dévaluation, en tout cas, il aurait eu moins de problèmes, parce que ses adversaires politiques auraient eu moins d'éléments pour lui mettre, pour l'accuser de tous les péchés d'Israël. Donc, il y avait cette dévaluation qui avait des conséquences. Et vous noterez bien que cette dévaluation n'a pas empêché que le Bénin a eu jusqu'à plus 6 de taux de croissance. Donc, s'il n'y avait pas eu la dévaluation, peut-être qu'on serait allé à plus 10. Vous voyez? Donc, malgré qu'il y ait eu la dévaluation, Nicéphore Soglo a fait ce qu'il pouvait, mais ses adversaires politiques avaient la latitude d'exploiter cette situation, et ils ne se sont pas privés de l'exploiter, parce qu'à l'époque, les petits millions signifiaient beaucoup de choses. Et même lorsqu'il s'est agi de l'accuser de vouloir détourner 10 millions au profit de son épouse pour aller se faire soigner. Pour les Béninois, ça sonnait comme 10 milliards. Et on a amplifié ça. Aujourd'hui, vous direz quelque part que le président a pris 10 millions pour aller soigner sa femme. Je pense que personne ne vous écouterait même, parce que ça ne signifie plus rien. Ce n'est plus une unité de mesure. Le million n'est plus une unité de mesure. Vous voyez? Mais pourquoi en sommes-nous arrivés là? Parce que, comme je vous l'ai dit, chacun vient, s'installe, crée les conditions pour son Eldorado, lui et son entourage, et quand ils ont fini, bon, ils cèdent le fauteuil lorsqu'ils sont obligés de partir après 10 ans. D'autres arrivent, ils essayent de rentrer encore dans la nouvelle équipe, même s'ils ne peuvent pas tout avoir, ils essaient d'avoir quand même quelque chose, de sorte que depuis 90, ce sont majoritairement les mêmes qui font le jeu politique, qui sont tantôt dans la mouvance présidentielle, tantôt dans l'opposition, et qui, quelle que soit la position qu'ils ont occupée par le passé, n'ont plus, depuis le temps de Nicéphore Soglo, donné des raisons aux Béninois de rêver grand et de penser qu'on pouvait obtenir de grandes choses, même si aujourd'hui, il faut avouer que le rêve est revenu. Alice Carlos, ok, merci. Ça m'a plu, merci. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été là. Portez-vous bien.